s'est passé plein de choses cette semaine niveau technologique. On va en parler dans ce 217e épisode des Technos. Il s'est passé plein de choses, certes, mais on va peut-être pas s'étendre sur tout non plus. D'ailleurs, c'est ce que je répète à chaque fois, à chaque épisode, c'est surtout l'opinion de mes deux petits camarades et ce qu'ils ont suivi, eux, dans l'actualité technologique qui compte chez les technos. On ne parle pas donc de tout, et on ne peut pas s'étendre sur tous les sujets, évidemment. Ça, vous le savez bien. Donc, on se base essentiellement sur ce que ces deux gaillards ont suivi. D'un côté, Marc, salut Marc, et puis de l'autre, Xavier. Salut Xavier, qui peaufine sa préparation en dernière minute encore. Jusqu'à la dernière minute, Xavier il est studieux, il est comme ça et il ne peut pas faire autrement. Merci à ceux qui nous ont écrit cette semaine, à savoir 626, Budzi, David Blanc, Sombre Papa, Cubignol, Diana ainsi que Jax. On a lu vos messages, vos bafouilles, on a même répondu des fois quand ça s'y prêtait. Merci en tout cas de nous laisser des messages, merci de contribuer à ce podcast chaque semaine, puisque c'est aussi vos contributions qui nous motivent, vos messages, vos commentaires, le fait que vous partagiez le podcast avec vos amis, tout ça, voilà, ce sont des choses qui nous motivent. En fin d'épisode, je vous toucherai un petit mot d'un nouveau venu en matière de podcasting, justement, une nouvelle plateforme française, on en reparlera, mais en fin d'épisode, je ne veux pas vous prendre en otage, comme on dit, avec ces considérations-là. On va, si vous le voulez bien, attaquer notre abécédaire avec la lettre A. A comme Apple, évidemment, vous vous en doutez, on aurait pu le mettre à W comme WWDC, mais on s'est dit que A comme Apple, ça s'y prêtait assez bien, Marc. On va faire un petit tour, un rapide tour de la conférence d'ouverture de cette WWDC, un tour en bref, en quelque sorte. On n'a pas envie vraiment de s'étendre parce que tout le monde en a parlé depuis lundi, mardi, je ne sais plus quand c'était lundi soir, tout le monde en parle un peu partout. Je pense que si vous avez envie de vous faire une opinion, c'est pas les avis qui comptent, qui manquent un peu partout. Marc avait juste envie de faire son petit tour à lui, en bref. Qu'as-tu retenu de cette keynote ? Non, on peut pas dire qu'elle était pas riche. On peut pas dire qu'elle était trop riche. Peut-être, oui. Trop riche et trop dispersée, parce que finalement, c'est pas qu'on n'est jamais content, mais finalement, ça revient toujours à essayer de fourrer le plus de trucs dedans, en espérant que tout passe. Et pour moi, il y a déjà deux points qui auraient mérité de faire l'objet d'une keynote à part. On va y revenir certainement. Bien sûr. Mais bon, si on reprend un peu les dernières nouveautés, alors, bon, à tout seigneur, tout honneur, iOS, nouvelle version, iOS 13, quasi aucune surprise dans ce qui a été annoncé par rapport à toutes les rumeurs qui avaient fuité. Le truc qui apparemment emballe le plus de monde, c'est l'arrivée d'un mode sombre. Tout ça pour ça. Ouais. Enfin bon, soit. Autre chose qui a l'air sympathique, c'est enfin l'arrivée en natif d'un clavier swipe. Ça fait jamais que 5 ou 6 versions d'iOS qu'on attend ça. Quelques grosses mises à jour d'applications, notamment Beplan qui va s'aligner sur Google Maps avec un Street View natif, et une nouvelle version de l'application photo. Sinon, pour le reste, voilà, ça reste du cosmétique, du bug fixing, pas vraiment de nouveautés fondamentales. Par contre, là où ça commence à devenir intéressant, c'est le split qui va être fait entre iOS et iPadOS. Là, c'est quelque chose qui est extrêmement prometteur, parce qu'en perspective, il y a la possibilité, enfin, de pouvoir utiliser un iPad, et surtout un iPad Pro, comme une tablette. Plus comme une tablette, mais comme un vrai laptop. Déjà, un laptop, un iPad avec un clavier, ça devient franchement utilisable au quotidien pour faire des tâches relativement lourdes. Mais adjoignez-lui maintenant le support d'une souris, ce qui sera d'office dedans, le support des clés externes, des disques durs externes, un vrai gestionnaire de fichiers, un vrai browser, desktop, un module de téléchargement, un gestionnaire de téléchargement, et vous avez un outil qui commence vraiment à pouvoir remplacer un laptop pour pas mal de trucs. Donc ça, je suis assez curieux de voir ça en pratique dès que ça sera disponible, c'est-à-dire normalement courant juillet-août par là, si ma mémoire est bonne. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont faire une grosse mise à jour au niveau du gestionnaire du multitâche, où ça va enfin pouvoir être possible d'ouvrir plusieurs instances d'une même application. Avant, ce n'était pas possible, il fallait jongler avec des artifices. Maintenant, on pourra ouvrir plusieurs Safari, on pourra ouvrir... Enfin, je suppose que ça sera encore limité plus ou moins
au niveau de l'OS, mais ça permettra une plus grande ouverture, une plus grande souplesse. À noter qu'il y aura également apparemment une grosse amélioration au niveau du copier-coller. On pourra vraiment faire des choses très sympathiques. Donc ça, voilà. Moi, c'est ce que je retiens de cette keynote. C'est le truc qui me fait vibrer le plus. Alors, sinon, nouvelle version de macOS. Cette fois-ci, ils l'ont appelée Catalina. Ok, pourquoi pas. Bon, je vois pas trop la référence. Je sais qu'on continue dans les montagnes et les massifs montagneux. Ok, d'accord. C'est une île, non il me semble. Une île, c'est possible. Oui, franchement, c'est moi et la géographie, ça fait longtemps. De toute façon, c'est un joli nom. Puis voilà, c'est bien. Voilà, en plus. Ça fera des nouveaux fonds d'écran que tout le monde s'acharnera pour avoir. Sinon, chose intéressante sur Catalina, c'est Catalyst, et avec une technologie, un ensemble de technologies sous-jacentes qui s'appelle Marzipan, dont on va parler un peu plus tard, qui en fait vise à permettre un portage beaucoup plus facile des applications iOS et à terme iPadOS sur macOS. Et donc, on pourra avoir vraiment à terme une convergence et une instantiation multiplateforme sur base d'un ensemble de codes uniques. Donc ça, c'est un truc assez intéressant. Et il faut savoir que c'est quelque chose que Apple a dans les cartons depuis un certain temps, parce qu'on retrouve des références à Marzipan, donc qui est la technologie, l'ensemble des technologies sous-jacentes à Catalyst, depuis 2017. C'est pas un truc nouveau. Autre chose qui est intéressant, c'est Sidecar. Sidecar, c'est un petit ensemble de logiciels et d'utilitaires qui vont vous permettre d'utiliser, enfin de manière native, votre iPad comme tablette graphique pour un Mac. Ça peut être sympa aussi. Surtout que Apple prétend avoir uniquement, de manière logicielle, réussi à diminuer la latence de l'Apple Pencil par 2. D'accord. Déjà que c'était assez efficace, voilà. Par contre, bon, le gros truc au niveau de macOS, il faut le dire, c'est la mort d'iTunes. Mais ça, c'était pas un secret, tout le monde s'y attendait. iTunes, c'est mort. La grosse usine à gaz, finalement, va manquer à personne. Elle va être remplacée par 3 applications distinctes, une pour la musique, une pour les podcasts, une pour les TV, et l'intégration et le support des appareils se fera directement au sein du Finder, de manière à être intégré dans le système de gestion de fichiers. Pas mal. Oui. Si je peux réagir, j'ai pas suivi la chose, mais s'ils abandonnent iTunes, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont acheté de la musique sur iTunes? Alors normalement, ils restent propriétaires de la musique, enfin de près ce que je sais et de ce que j'ai pu voir. Je peux répondre pour toi, Marc, mais je pense que tu as la même réponse que moi. C'est que normalement, via l'application musique, puisque ça s'appellera a priori comme ça, ils auront toujours accès à leur catalogue de musique, puisqu'ils continuent à vendre de la musique, des fichiers, et non pas du streaming. Donc pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas parlé d'aller vers une solution de streaming à la Spotify ou Deezer ou autre. Non, c'est ce que j'ai lu aussi, c'est que la transition entre iTunes et musique serait transparente. Voilà. Espérons. Sinon, donc, pour terminer avec macOS, un tas de petits fixes, une meilleure intégration des actions, meilleure interaction au niveau des systèmes de reconnaissance vocale, plein de petits fixes, également le mode sombre à travers tout le système. Voilà, encore une fois, c'est une évolution plus qu'une révolution et un alignement à travers toutes les plateformes. Puisqu'on parle de plateformes qui sont chères à Apple, l'Apple Watch et l'Apple TV. Alors, pour l'Apple Watch, on va retenir principalement le fait que l'écosystème commence à se détacher de l'iPhone. Il n'est plus nécessaire d'avoir un iPhone pour faire fonctionner un Apple Watch. C'était déjà pas le cas avant, mais ici, ça devient vraiment flagrant. On peut avoir ce genre de truc qui se détache complètement, ce qui est vraiment un bien, avec un App Store dédié à la montre, et la possibilité pour les développeurs de créer des applications dédiées pour l'Apple Watch et plus simplement des extensions d'app pour iPhone. Donc là, c'est un truc assez intéressant. Il y aura des applications natives dans la prochaine version de WatchOS, des nouveaux cadrans, des nouvelles animations, des nouvelles complications, mais bon, ça, c'est truc courant. Et alors, du côté d'Apple TV, il y a un très gros redesign qui est prévu au niveau de l'interface, totalement revu. Et surtout, ce qui a l'air assez intéressant, c'est un gestionnaire de profil qui va permettre d'attribuer un ensemble de réglages et de préférences à plusieurs personnes. Comme ça, voilà, on finit de s'écraser les uns les autres, on a chacun ses applications, ses réglages, etc. Et alors, truc assez intéressant pour ceux qui jouent avec une Apple TV, parce qu'il y a des gens qui jouent avec une Apple TV, vous pourrez enfin utiliser vos manettes Xbox et vos manettes PS4. C'est pas mal.
Moi, je trouve ça plutôt, ça se fait dans une espèce d'esprit d'ouverture, plutôt bienveillant, j'ai envie de dire. On va voir ce que ça va donner maintenant. Je ne sais pas si tout le monde va se précipiter non plus, mais bon, il faut voir. Ouais. Et alors derrière ça, il y a, et là Marc, je vais te repasser la parole parce que c'est ton rayon à toi, tu es beaucoup mieux placé que nous pour en parler. Il y a l'annonce du nouveau Mac Pro, aka le grattoir à fromage, que tout le monde est en train de descendre parce que, bon, tu vas nous expliquer pourquoi c'est pas un mauvais truc, mais effectivement, ce que les gens ont retenu, c'est le pied de moniteur à $1000. Oui, c'est ça. Bon, c'est une grosse machine. C'est un truc qui est attendu par les professionnels de l'audiovisuel et de la musique aussi d'ailleurs, depuis pas mal d'années. Hein, on se rappelle des tout anciens Mac Pro, ceux avant le pot à tabac, l'espèce de poubelle de table noire, donc étaient un petit peu orphelins du hardware Apple pour gérer leur média, leur multimédia de manière générale. Je me demande ce que cette annonce faisait durant cette keynote qui traditionnellement est une keynote plutôt développeur, hein, donc on parle plutôt à applications, etc. Donc du hardware déjà, je trouvais ça un peu bizarre. Et alors, je pense très honnêtement que ça dessert un peu le produit de faire ce type de présentation dans ce genre de keynote, alors qu'il y a des plateformes pour ce genre de produits qui sont ciblés, professionnels de l'audiovisuel, de la vidéo, etc. Je pense au NAB par exemple, où ça aurait tout à fait sa place, parce que très honnêtement, on peut vous montrer des caméras à 30 000, 40 000 euros. La plupart d'entre nous, ça fera pas mieux que notre appareil photo à 1000 euros à la maison ou à 500 euros à la maison. Si ça coûte une telle somme, c'est que ça a une raison. C'est un matériel professionnel. Alors le suffixe pro sur Mac Pro, pour une fois, n'est pas galvaudé. On sait qu'on a tous, il y a partout du matériel audio sur tous les sites de vente en ligne qui ont le suffixe pro et qui n'est pas du matériel pro. Là, c'est du matériel professionnel et donc c'est normal que ça coûte un peu plus cher, même beaucoup plus cher. Ça s'adresse pas à tout le monde, soyons clairs. Je pense que tout le monde, parmi les gens qui suivent la keynote, ne réalise pas ou ne monte pas des séries télé, des émissions de télévision et des choses comme ça à la maison. C'est pas fait pour monsieur, madame, tout le monde. Même l'amateur averti, à mon avis, ça le concerne très très peu, sauf s'il est très fortuné. Et c'est là peut-être, on en parlait avec Xavier juste avant, que le fameux pied à 1000 euros pour le nouvel écran qui est proposé, qui est pas mal d'ailleurs, cet écran. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce public-là qu'il vise, ce pied. C'est les gens qui ont trop d'argent et qui savent pas quoi en foutre et qui vont acheter ça sans savoir très bien ce que c'est et parce qu'ils vont être tout contents d'avoir un Mac Pro et ne se serviront pas de 5% des ressources de la machine. Donc, alors si on peut leur piquer un peu de pognon à ceux-là, très honnêtement, piquons-leur du pognon. Soyons clairs. C'est ça, c'est la réflexion qu'on avait, c'était que nous on trouve ça un peu fort, un peu bidon, mais il y a certainement des professionnels du marketing derrière qui ont étudié la question, qui ont fait une analyse de marché et qui se sont dit non, il y a des gens qui vont payer 1000 euros pour ça et on serait con de pas le faire si Parce ça que se vend. Moi je l'ai eu à gauche, à droite, je l'ai entendu aussi. C'est vrai que cet écran, je pense qu'il est vendu aux alentours de $6000 si je ne dis pas de bêtises. Un écran 6K avec un taux de rafraîchissement assez impressionnant. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il y a une version $5000, c'est la version de base, une version $6000 avec un revêtement spécial, un coating spécial et le pied en plus, évidemment. Pour ce type d'écran, qui sont des moniteurs de référence, c'est-à-dire que c'est là-dessus que quelqu'un va décider que ce bleu-là, ce sera le bon bleu et pas, ça on fait pas sur n'importe quel écran, quoi. Donc ce sont des moniteurs de référence. Bon, soyons clairs, il l'aurait annoncé à 7000 en disant si vous ne prenez pas le pied, il sera à 6000. Ça serait passé comme une couque. Tout le monde aurait applaudi en disant ah, c'est super, merci de cette générosité, parce que franchement, à 1000 euros près, je pense que ça revient strictement au même pour le professionnel qui en a besoin. Mais le fait de l'annoncer, cette espèce de bloc d'aluminium avec un ressort dedans pour 1000 euros, alors là, franchement, clairement, ça fait mal. Ça pique. En tout cas, ils ont réussi leur coup, les gens en parlent. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je sais pas s'ils en parlent en bien. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est un peu dommage pour le produit lui-même, parce que je pense que les professionnels, entre guillemets, sont un peu curieux quand même de voir cette machine fonctionner et de voir comment ils vont pouvoir l'intégrer éventuellement dans leur workflow, qui sait. Je vais te dire qu'honnêtement, moi, ce qui m'a le plus piqué, c'est pas vraiment le pied d'écran à 1000 euros. Bon, ça, après tout, t'as des gens qui veulent claquer 1000 euros pour un pied d'écran, d'accord. Parce que le pied d'écran reste un modèle unique. C'est un truc propriétaire, tu sais pas le trouver ailleurs. Par contre, leur support VESA à 199 euros, tu trouves le même à 10 euros sur Amazon, c'est juste
Ça, c'est juste du foutage de gueule. Oui, c'est ça. Là, on ne sait pas très bien, effectivement, comme disait Xavier, il y a peut-être un directeur marketing quelque part qui a décrété ça. Voilà, peut-être qu'il sera viré la semaine prochaine. Moi, je n'ai pas suivi. Le pied a peut-être des particularités qui justifient ça. Non, c'est juste de l'aluminium. C'est un peu moche. Non, il y a de l'aluminium un peu moche avec un logo Apple dessus. Ouais. Ah, j'ai même pas vu si j'avais un logo. Ça, il y a des gens qui vont le trouver très joli. Ce qui est bien, c'est qu'il est derrière l'écran, donc tu le vois jamais ton pied. Mais comme ça, les gens qui sont de l'autre côté... Pas tous en même temps, parce que sinon on comprend rien. Marc ? Non, tu le vois jamais, mais tu sais que tu l'as payé 200 euros. Oui, enfin, là, 1000 euros. Xavier, pour conclure, et on passe à la suite. Je disais, la personne qui est derrière l'écran a une belle vue, comme ça. Oui, c'est ça. Ça doit être un truc comme ça. On ne va pas en dire plus de cette... on y reviendra peut-être produit par produit quand ils seront sur le marché et qu'on aura la possibilité d'y toucher, pourquoi pas, dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc, on en reparlera certainement. N'hésitez pas à commenter, vous aussi, en commentaire, justement, sur notre blog lestechno.be ou sur notre chaîne YouTube, bien entendu. On a déjà beaucoup parlé de A comme Apple, on passe à B comme Buée. Je pensais pas qu'un jour je ferais un B comme Buée dans ce podcast, il faut le reconnaître. Avec une news qui n'est pas vraiment neuve, mais qui vaut la peine quand même d'être mise en avant. Et Xavier a bien fait d'aller la rechercher, d'aller la repêcher. Écoute, cette news-là. C'est une news que j'avais ratée, en fait, qui date apparemment de fin avril et qui nous concerne un petit peu tous les trois ici présents, puisque en fait ce sont des chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Zurich qui ont développé une métasurface, c'est-à-dire c'est un matériau qu'on trouve pas en l'état, avec des propriétés qu'on trouve pas en l'état dans la nature, et qui est capable de neutraliser la buée uniquement grâce à la lumière du soleil. Donc en gros, ils ont intégré des nanoparticules d'or, entre deux couches de dioxyde de titane. Ils ont ensuite alterné ça par couche, et ils ont ajouté ça sur un substrat en verre, et les nanoparticules d'or absorbent la lumière. Ils vont ensuite réchauffer comme ça le verre jusqu'à 10 degrés et ça va empêcher du coup la formation de la buée et ça va accélérer son évaporation. Ils ont comparé ça à d'autres revêtements qui sont par exemple super hydrophobes, hydrophiles, qui empêchent la condensation, qui étale et qui rejette les gouttes, etc. Et ça s'est révélé beaucoup plus efficace. C'est aussi beaucoup plus robuste qu'un autre matériau et c'est très facile à fabriquer. Donc c'est une technologie qui pourrait rapidement être appliquée aux fenêtres, aux miroirs, aux pare-brises, aux écrans, aux lunettes, avec l'avantage, puisque comparé par exemple dans une voiture, le système anti-buée, c'est quoi? C'est un système qui va souffler de l'air chaud, mais ça prend de la place, c'est cher, c'est pas super efficace tout le temps. C'est pas très écologique. Et c'est pas écologique, voilà. Donc il y a beaucoup d'avantages à cette nouvelle solution. Donc je trouvais intéressant de l'évoquer, même si c'est pas une technologie comme on en présente d'autres dans ce podcast habituellement. Mais il y a des produits depuis longtemps maintenant que tu appliques sur ton pare-brise. C'est ça, les hydrophobes. Voilà, les hydrophobes. Il faut renouveler évidemment parce que bon voilà, ça c'est pas éternel. Mais ça fonctionne plutôt pas mal. Faut le reconnaître. Alors c'est différent parce qu'en fait, donc de ce que j'ai lu, il y a deux principes. Soit c'est hydrophobe, soit c'est hydrophile. Ça veut dire que soit ils vont faire en sorte que l'eau n'adhère pas et qu'elle soit très vite éjectée dans le cas d'une voiture parce qu'il y a le vent tout simplement et la vitesse qui fait que ça va repousser les gouttes d'eau. Ou alors, tu en as qui vont en fait transformer les gouttes d'eau en une couche qui va s'étaler sur toute la surface et qui est tellement fine que finalement on ne la voit pas. Ouais. Donc le principe est quand même fort différent ici et ça a l'air beaucoup plus efficace d'après leurs tests. À la différence près que la buée souvent c'est à l'intérieur et donc point de vent pour souffler les gouttelettes, à moins qu'ils ouvrent les fenêtres. Donc voilà. Mais bon, des techniques existent, mais c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui réfléchissent à notre bien-être, nous porteurs de lunettes. Par contre, autant le savoir aussi, c'est clair. Merci pour cette info. On va passer à autre chose. Sans transition, comme on disait avant dans le journal télévisé, dans les années 70. Facebook, après la buée. Facebook qui pourrait lancer sa crypto-monnaie plus tôt que prévu. C'est Xavier de nouveau qui nous en parle.
Ouais, là, c'est dommage que Seb soit pas là pour me corriger ou faire ses remarques quand je me trompe ou s'il y a un avis différent au mien. Donc, je vais me limiter à quelque chose d'assez factuel de ce que j'ai compris. Mais en gros, Facebook serait en train de développer sa propre crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie qui serait indexée sur le dollar. C'est ce qu'on appelle les stablecoins. Donc, contrairement au Bitcoin, il n'y a pas une variabilité très forte de ça. C'est calqué directement sur le dollar. Ça va permettre de faire des transferts d'argent entre les utilisateurs, évidemment, également de faire des paiements en ligne. Ça pourrait être utilisé, par exemple, sur les marketplaces, etc. de Google. Et selon les dernières infos, elle serait baptisée Global Coin. Donc, c'est un nom un petit peu pompeux, puisque ils disent clairement qu'ils veulent que ce soit global. Et Mark Zuckerberg cherche l'approbation des régulateurs. Il serait il aurait sollicité des rendez-vous, par exemple, avec le gouverneur du Trésor américain, la Banque d'Angleterre, et tout ça pour leur présenter le projet. Apparemment, ça avance bien, et alors qu'on attendait cette Global Coin aux alentours de 2020, il se pourrait qu'elle soit déjà mise en production pour certaines personnes, comprenez par là des partenaires, etc., déjà fin juin, ici. Et alors, selon des sources qui sont pas très officielles, il y a des accords qui sont en train de se mettre en place parce qu'ils essayent de lever des fonds. Je pense que c'est si je me trompe pas, c'est 10 milliards qu'ils essayent de lever. Et en gros, ils vont chercher 10 partenaires qui vont servir à vraiment mettre en place ce réseau, qui doivent eux-mêmes investir des sommes faramineuses, mais ils savent déjà qu'ils vont trouver ces partenaires très facilement. Et ces partenaires auront des avantages, par exemple, comme la possibilité d'installer des bornes automatiques pour échanger les devises avec d'autres devises, donc un espèce de retrait qui pourront mettre dans leurs locaux, des choses comme ça. Donc pour le moment, il y a encore beaucoup de rumeurs à ce niveau-là, mais en tout cas, on sait de source sûre qu'ils essayent de lancer une crypto-monnaie et de l'utiliser dans leur réseau, quoi. Une question de Béotien, à quoi ça va leur servir À quoi ça va leur servir? Ben écoute, moi, ce que je pourrais imaginer, donc là, je parle vraiment au conditionnel, c'est simplement si tu as un portefeuille avec des millions de personnes, puisqu'on parle de millions de personnes, même si il y a un faible pourcentage des utilisateurs qui l'utiliseraient, ça pourrait certainement faire quand même quelques millions de personnes. Ouais. Si tu as des millions de personnes qui convertissent des dollars dans cette crypto-monnaie et que Facebook stocke ces monnaies pour eux, ben, qu'est-ce qu'ils vont tout simplement pouvoir faire? Ils vont pouvoir placer cet argent et en tirer des bénéfices, du coup. Ouais. Alors, c'est une des fonctionnalités. Simplement, ça peut aussi être un moyen de mettre en confiance des gens qui n'ont pas envie de faire des paiements en ligne d'habitude, en se disant peut-être que comme c'est dans Facebook, ben, j'ai confiance, alors que on sait bien avec tout ce qui s'est déjà passé que c'est pas forcément la meilleure des plateformes pour stocker des données un peu confidentielles ou privées. Mais voilà, moi j'imagine déjà, rien que cet objectif-là, pouvoir tirer un intérêt des placements qui sont faits. Ça fait un peu peur quand même, parce que, bon, déjà, Facebook est plus peuplé que certains pays. Facebook rapporte plus d'argent que le PIB de certains pays. Maintenant, Facebook a sa propre monnaie, comme certains pays. Donc, et ils essayent d'en faire quelque chose une monnaie un petit peu officielle, puisqu'ils veulent la faire accepter par les régulateurs, quoi. Donc, un avis, Marc, pour conclure sur ce sujet, peut-être ou pas. Bon, le truc habituel, hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Facebook a tellement toujours eu envie de jouer les apprentis sorciers en touchant à tout et n'importe quoi que, comme tout ce à quoi ils ont touché, ça va forcément déraper à un moment ou à un autre. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas d'entrée de jeu, mais à un moment, comme ils ont l'habitude de toucher à tout sans prendre les précautions nécessaires. Oui, et puis c'est pas la première fois que Facebook lance un truc et le tue après parce qu'ils se rendent compte que ça marche pas. Donc si ça tombe, on est en train de s'exciter pour rien.
Puis Facebook, c'est une masse, hein, c'est une masse critique, on peut le dire, de nombre de personnes, d'argent, c'est la démesure la plus complète. Est-ce que tout ça entre les mains d'un seul homme, on a souvent tendance à dire ça, même son conseil d'administration le dit. Donc, est-ce que c'est vraiment souhaitable? On va pas revenir sur cette question, elle revient régulièrement chez les technos, comme dans d'autres podcasts technologiques et dans d'autres sites web qui traitent du sujet, mais on aura certainement encore l'occasion d'en reparler dans les semaines, les mois qui viennent, à n'en pas douter. On aurait pu mettre la lettre F comme feu après buée. Question de faire... Mais non, ça ne se mettait pas bien comme ça. F comme feu. On va parler d'une Tesla Model S qui a brûlé en Belgique, à Anvers, comme disent les Français, à Anvers, comme on dit chez nous. Que peut-on dire de cet incendie? C'est un lancement à la journal télévisé. Ouais, mais grosso modo, qu'elle a cramé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. Elle a cramé pendant qu'elle était en train de charger, tout bêtement. Son propriétaire venait de la brancher il y a quelques minutes sur une borne de recharge rapide, vu qu'à Anvers, hein, pas Antwerp, merci. À Anvers, il y a donc une station de recharge avec des bornes Tesla superchargeurs, et le propriétaire venait de la mettre en charge. Et voilà, ça a fait ouf, grosso modo. La bagnole a commencé à cramer comme un barbecue. Et c'est surtout, en fait, la news n'est pas vraiment pour mettre l'accent sur le fait que les Tesla brûlent bien, très bien même. C'est surtout pour mettre l'accent sur le fait que les pompiers qui sont intervenus ont dû utiliser des techniques qui ne sont pas conventionnelles, parce qu'on n'éteint pas une voiture avec une batterie et un moteur électrique comme on éteint une voiture à moteur thermique. Une voiture à moteur thermique, vous la noyez sous la mousse. Une réaction de combustion à partir d'un moteur thermique a besoin de l'oxygène, a besoin de toute une série de choses. Et généralement, voilà, vous la noyez sous la mousse, vous étouffez, ça va s'éteindre. Ici, vous avez des réactions chimiques assez complexes, vous avez des projections de métaux en fusion. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile à maîtriser. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont plongé la bagnole dans une baignoire, grosso modo. Donc, baignoire géante, un conteneur rempli de flotte, et ils l'y ont laissé 24 heures. Même plus. Parce qu'en plus, il faut laisser le temps aux matériaux de se refroidir suffisamment que pour éviter que les réactions reprennent, puisque ce sont des réactions qui sont initiées à partir d'un certain seuil de température, pour éviter que les réactions reprennent une fois que la voiture était sortie de l'eau. Donc, ce qui s'est produit d'ailleurs. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, ils disent qu'ils l'ont sorti à 3 reprises et les 3 fois la voiture a repris feu, quoi. Donc, Alors, pour la petite histoire, moi j'ai appris ça un peu par voie détournée. Il y a eu un incendie à peu près du même type sur des batteries du même type qui sont en test actuellement à Bruxelles, enfin en périphérie bruxelloise, le long du canal Bruxelles-Charleroi. Et les pompiers, ils sont venus avec une grue. Ils ont pris la batterie, qui est une batterie beaucoup plus conséquente, parce qu'une batterie qui sert à stocker de l'énergie, c'est pas une voiture. C'est le genre de batterie qu'on met derrière des grands panneaux solaires, des choses comme ça. Ils sont venus, ils ont pris la grue. Avec la grue, ils ont pris la batterie en question, ils l'ont détachée de son socle et ils l'ont plongée dans le canal. Et ils l'ont laissée dans le canal le temps que la batterie se refroidisse et qu'elle s'éteigne. Les pompiers savent ça, hein, ils sont formés à ça. Alors ça a été présenté un peu par la presse en disant ils ont été obligés de la plonger dans une piscine, machin, etc. Ils savent ce qu'ils font, ils savaient exactement ce qu'il fallait faire pour éteindre la voiture dans ces conditions-là. Ce sont de nouvelles techniques qu'il va falloir appréhender, comme chaque fois qu'il y a un nouveau carburant qui sort, les pompiers sont formés à l'éteindre. Quand il y a de nouveaux matériaux qui ont été mis au point pour l'isolation, par exemple, des maisons, les pompiers, là aussi, sont formés à l'extinction de ce type de matériaux. Il n'y a pas de quoi en faire, un fromage. La seule question utile, entre guillemets, que l'on peut se poser, c'est pourquoi cette voiture a pris feu et qu'est-ce que Tesla va faire pour y remédier. Et ça, manifestement, personne ne s'est posé la question. Oui, mais il faut quand même relativiser un peu les choses. Si tu regardes le nombre de Tesla ou d'autres voitures électriques qui ont cramé à ce point-là, on est à peut-être moins d'une 50aine de cas connus. Oui. Des bagnoles thermiques qui crament, il y en a beaucoup plus. Et dans l'histoire, si tu remontes... C'est devenu, je ne vais pas dire commun, mais personne ne s'en étonne. Non. Donc voilà, il faut quand même relativiser les choses. La technologie est relativement nouvelle. Les voitures à moteur électrique qui avaient autonomie convenable, en tout cas suffisante que pour concurrencer un moteur thermique, sont relativement récentes. On parle de 4 ou 5 ans. Il y a encore des petits ratés parfois, mais franchement, par rapport au nombre d'accidents de même nature avec des moteurs thermiques,
le risque est quand même pas mal contrôlé. Même si, bon, personnellement, je connais quelqu'un qui a un jour vu sa maison partir en fumée parce qu'il y avait une bagnole électrique qui a pris feu dans le garage pendant qu'elle se rechargeait. Ouais. C'est comme ça peut être aussi demain une condition de non-stationnement d'un véhicule dans un parking souterrain, par exemple. On voit ça avec le LPG, les voitures au LPG, au gaz, ne peuvent pas se garer dans les parkings souterrains. Donc voilà, c'est des précautions qui seraient peut-être utiles de mettre en place tant que la technologie n'est pas totalement fiable, mais bon, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. On aurait quand même bien voulu savoir ce qui s'était passé, parce que si ça se trouve, la voiture a pris un choc, un petit accident ou quelque chose comme ça, la batterie a peut-être été abîmée, parce que c'est une des causes possibles. Hein, percer une batterie de ce type-là, par exemple, c'est dramatique, quoi. Ça le prend feu immédiatement. Donc. Effectivement, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Apparemment, ça serait un court-circuit, mais on n'en sait pas plus. Voilà, donc là aussi, affaire à suivre. En tout cas, on espère quand même avoir des suites, de savoir ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour rassurer le propriétaire de la voiture, qui du coup, non, je vais prendre une essence, c'est moins dangereux. On est à la lettre G comme Google et l'annonce, enfin, il y a déjà eu une pré-annonce, mais là maintenant l'annonce de Stadia Connect de Google. C'est qui nous en parle? C'est Xavier. C'est moi. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais encore en train de prendre des notes, parce qu'en fait l'annonce s'est faite à 6h. Aujourd'hui. Oui. Donc, en fait, on attendait des annonces pour l'événement de l'I3, qui est vraiment là où toutes les grandes annonces au niveau des jeux vidéo se font, qui a normalement lieu dans 2 jours, mais ils ont voulu couper l'herbe sous le pied. On sait que Google participera pas à cet événement, et donc ils ont voulu présenter leur plateforme et faire le buzz un petit peu avant tout le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est dit pendant cette annonce? D'abord, juste, qu'est-ce que c'est Google Stadia? Google Stadia, c'est un petit peu le Netflix, si vous voulez, du jeu vidéo. Mmh. Donc, en gros, les gens vont pouvoir jouer à des jeux vidéo en ligne, avec une qualité impressionnante, donc en bénéficiant de la force graphique des serveurs de Google. Donc vous ne devez pas avoir une machine très puissante. On va pouvoir jouer à ces jeux depuis un explorateur Google Chrome, par exemple, quelle que soit la performance de son ordinateur. La bande passante, je vais y revenir, est importante, mais donc c'est l'idée. Vous avez un catalogue en ligne avec un abonnement ou pas, je vais y revenir aussi, qui va vous permettre de jouer à des jeux vidéo, mais en très haute qualité, comme si vous aviez une très bonne machine. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé d'abord les différents jeux. Je ne vais pas tous les citer, mais si je ne me trompe pas, il y a une 30aine de jeux qui sont annoncés dès le lancement de la plateforme. On connaît un peu les débits aussi, puisque le jeu va s'adapter un petit peu comme Netflix au niveau de l'image et du son en fonction de la bande passante, pour que la jouabilité reste très bonne, quelle que soit votre connexion. Comment ça va se passer? Il faudra 35 mégas par seconde, donc une connexion à 35 mégas par seconde, pour avoir des jeux 4K en 60 images par seconde, qui est quand même déjà très élevé, et qui permet de faire des jeux d'Onecry, style des jeux de tir et des choses comme ça, où la précision et la réactivité sont importantes. Et alors que si vous avez seulement une connexion de 5 mégas, donc c'est typiquement les gens qui sont encore en ADSL par exemple, ils vont pouvoir jouer en 720p, ce qui est quand même encore assez correct pour jouer. Donc Google a rappelé qu'ils étaient prêts, qu'ils ont toute la capacité technique, etc., pour faire ce streaming de jeux vidéo. Ils ont également détaillé le matériel qu'il faudrait pour jouer. Donc il faudra en fait simplement... ce qu'ils conseillent, c'est une manette Stadia qui va être parfaitement adaptée à leur plateforme, mais c'est pas obligatoire. N'importe quelle autre manette USB compatible avec votre ordinateur pourra faire l'affaire. Mmh. Et donc le matériel qui est obligatoire finalement, c'est soit un ordinateur avec un navigateur Chrome, une TV avec un Chromecast Ultra, ou bien des smartphones style Google Pixel 3, Pixel 3a ou la tablette Pixel Slate. Mmh. Donc c'est vraiment une plateforme qui ne dépend pas vraiment du matériel qu'on va avoir. C'est un petit peu la mort des consoles de jeux possibles. En tout cas, c'est un nouveau business model dans ce secteur-là. Le prix, il y a 2 offres qui vont être faites.
il y a le Stadia Pro qui va être à 9,99 € par mois, donc qui permettra la résolution en 4K avec 60 images par seconde, un son surround, et qui va vous permettre de jouer à un catalogue de jeux assez fourni, mais aussi d'acheter des jeux à leur sortie, donc pour les jeux les plus récents. Et puis, il y aura une version de base qui, elle, sera disponible en 2020. La première étant disponible à partir de novembre en France, par exemple. Ce sera disponible aussi en Belgique, Canada, Danemark, Allemagne, Irlande, Pays-Bas, Italie, Norvège, Espagne, Suède, États-Unis et Angleterre, pour tous les citer. Et donc, la version de base, elle, disponible en 2020, qui sera un abonnement gratuit, qui fournira une résolution de 1080p et 60 images par seconde, mais qui sera pour les jeux qui sont achetés. Donc, quand vous allez acheter les jeux au départ. Donc, c'est un business model, d'après moi, qui va faire assez mal aux consoles de jeux ou bien même aux PC haut de gamme, puisque on n'a plus besoin d'acheter un PC haut de gamme pour avoir des jeux dernier cri en haute qualité. Je pense que ça va marcher, cette plateforme. Oui, bah, on n'est pas très gamer dans l'équipe. Enfin, si, toi tu joues un peu, je pense, Xavier, mais pas... Non, mais j'ai joué, mais je suis un peu ça. J'ai encore recommandé. Il y a un ami qui m'a demandé, enfin un ami dans la famille qui m'a demandé de lui faire, de lui conseiller une très très bonne bécane pour du jeu vidéo, une bécane que je ne pourrais pas me payer. Et je lui avais conseillé de patienter un moment pour cette plateforme-là. Il a quand même acheter la belle bécane, mais voilà, je pense que ça va faire mal. Oui. Pour aussi lui proposer d'acheter un pied pour son écran, tant qu'à faire. Non, mais ça peut faire mal, effectivement. Je sais pas ce que tu en penses, Marc, pour conclure sur le sujet. Tu joues plus beaucoup non plus, mais tu as joué quand même. Non, je joue plus beaucoup non plus, mais bon, moi je suis encore un vieux de la vieille, les trucs en streaming, tout ça, j'aime bien avoir ma grosse carte graphique, j'aime bien avoir mes trucs à moi. Voilà, j'ai un acheteur pour la machine. Je reste un traditionnaliste pour ça, je préfère avoir les trucs sous la main plutôt que de dépendre de services remote, et on va voir tout de suite pourquoi je préfère. Une des raisons pour lesquelles je préfère. T'as vu la transition ? Oui, c'est magnifique. J'ai vraiment pas envie de rajouter une louche. Merci Xavier pour ce sujet. Parce qu'on reste à la lettre G, monsieur Marc, pour parler justement de Google Cloud, frappé par une panne géante cette semaine, qui a marqué pas mal les esprits, il faut le dire. Ouais. Alors, vous l'avez peut-être pas senti. Moi, je l'ai senti un petit peu, surtout au niveau de Gmail, des trucs comme ça, donc des services Google de base. Si vous avez utilisé Discord, si vous avez utilisé Snapchat, Vimeo, enfin, toute série de services. Je me demande, toute petite parenthèse, je me demande si ça n'a pas impacté aussi Google Home, parce que mais j'ai une ampoule qui s'est désolidarisée de mon Google Home. C'est pas impossible, parce que Nest, l'autre plateforme domotique, elle s'est aussi mangée un petit peu un râteau. Des effets et donc, de bord. En fait, voilà, ça a commencé, en fait, c'était le 2, donc le 2 juin, c'était dimanche, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Oui, dimanche. Donc, aux alentours de 22h, il a commencé à avoir des petits décrochages sur toute une série de services. Donc, on l'a dit, Google, Gmail, Discord, Twitch, Nest, Snapchat, Vimeo, enfin, toute une série de sites qui utilisent les services cloud de Google. Alors, ça a été localisé principalement en Europe. Aux États-Unis, ça a été un peu l'hécatombe, par contre. Donc en Europe, par contre, je voulais dire, ça a été un peu dispersé. Aux States, ça a été un peu l'hécatombe. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que il y a eu une mise à jour, un patch qui était censé être mis en place sur une série de petits serveurs dans une région précise. Et ce patch a été appliqué de manière erronée sur un paquet monstrueux de serveurs, et ces serveurs ont commencé à se patcher les uns après les autres, et donc la bande passante disponible et le temps machine disponible a chuté dramatiquement, et le trafic global de Google pendant le temps de patch a été réduit de 30%. Alors 30% à l'échelle d'un site normal, on va dire, ça pique un peu les yeux, mais c'est gérable. Au niveau de services aussi décentralisé et aussi répandu que Google Cloud, dont dépendent des millions de services, des millions de sites, ça fait mal. D'ailleurs, à tel point que, bon, évidemment, Google
s'est fendu d'un billet sur leur blog en disant qu'une enquête avait été lancée et que, ben voilà, pour l'instant, ils ont juste posté lundi en disant une enquête a été lancée, on vous en dira plus. Je suis allé voir le billet en question juste avant l'enregistrement, c'est toujours on vous en dira plus quand on sait. Ce qu'on fait par contre, c'est qu'au au moment le plus fort de la crise, quasi la moitié de la capacité réseau de Google était utilisée pour distribuer les patchs dans tous les coins. D'accord. Ils ont quand même dit que c'était une cause humaine. Hein. C'est une erreur. Ah oui, c'est le mauvais bouton. Ça, oui, mais ils auraient pu botter en touche en disant oh, c'est un problème hardware, machin, etc. et écraser le truc. Donc voilà. Maintenant, il y en a un qui se sent mal, du coup. Ça, c'est clair que... il y en a un qui, à mon avis, chef, j'ai coupé. Oui, c'est ça. Mais c'est comme... Enfin, je voyais la réaction de Xavier, mais j'ai eu la même. C'est quand l'impact qu'un geste pourtant qui peut sembler anodin quand tu fais ça chez toi à la maison, machin, etc., c'est rien. Là, du coup, l'impact, ça prend des dimensions monstrueuses, quoi. Ouais. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment c'est possible. Comment c'est possible qu'il n'ait pas des procédures ou au niveau international comme ça qui peuvent éviter ce genre de choses. Des cloisonnements, des choses comme ça. Ils ont quand même des équipes... voilà, ils ont un nombre de personnel qui est dédié à ça, avec des personnes qui sont quand même, je l'espère, toutes plus compétentes les unes que les autres, et ça m'impressionne. Alors, par contre, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que, bon, vous savez, moi avec Snugger, on utilise aussi des plateformes dans le cloud, etc., avec des serveurs, donc c'est une news qui me touche. En fait, ces plateformes de cloud, qu'est-ce qu'elles offrent ? Elles offrent ce qu'on appelle du load balancing et de la redondance aussi. Donc, dans le cloud, vous avez la possibilité justement pour que si des serveurs tombent en panne ou si une des plateformes tombe en panne, etc., vous pouvez faire ce qu'on appelle du load balancing qui va faire quoi ? Ça va répartir la charge de travail entre différents serveurs pour que le temps de réponse reste correct s'il y a un serveur qui est plus chargé que l'autre, mais ça va aussi permettre que si un serveur tombe en panne, l'autre prenne la relève. C'est ça. Mais eux fournissent ce service et le vendent comme tel. Mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire maintenant ? C'est que les personnes qui ont un service dans le cloud chez eux, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Quelqu'un qui a un service qui ne peut pas tomber en panne, ne serait-ce que quelques minutes, ou comme ici, je ne sais pas quelle était la durée de la panne ici. Ah, ça a duré. 4 heures, quand même. 4 heures. Donc, c'est énorme, hein, quand on a un service qui en dépend, ça peut être vraiment énorme. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait, ces personnes-là? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire du load balancing entre plusieurs services de cloud, du coup. Différents. Donc, on pourrait avoir, par exemple, une application qui est basée sur Google Cloud et sur Microsoft Azure, les deux combinés pour éviter ce genre de solution. Mais ça commence à coûter cher, ça commence à... Voilà, c'est ça. Aussi, puisqu'il faut connaître les différentes plateformes. Enfin, voilà. Ça demande du développement, oui, il y a un réel coût là pour le coup sur. Non, ça peut faire peur. Alors, monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde s'en moque un petit peu, mais c'est vrai que si je parlais de l'exemple de mon ampoule connectée qui ne répondait plus, ça fait un paquet de gens qui ont dû reconfigurer leur ampoule connectée. Hein. Soyons clairs. Et ça peut être très très embêtant, effectivement, surtout quand on n'a pas de connaissances techniques particulières. Et voilà, c'est pour ça que c'est important quand on développe des solutions style domotique, d'avoir un système qui permet de continuer à être piloté localement en cas de panne Internet. C'est pas le cas de beaucoup de solutions. Il y a plusieurs plateformes qui dépendent totalement de l'accès au cloud, mais il existe des plateformes qui ont un petit serveur embarqué auquel qui vont permettre de faire continuer ça. Oui, au moins le service minimum, quoi. Oui, c'est ça. Mais au moins le service minimum s'il y a une coupure d'Internet. Ouais. Ok, bon, ben voilà, la panne Google. Déjà après la panne de référencement, on se rappelle, il y a quelques semaines, il y avait eu un souci, les outils de référencement ne fonctionnaient plus, on s'en était vite rendu compte aussi. Il commence à y avoir une petite accumulation du côté de chez Google. Il faut faire attention, on va être vigilant, on va ouvrir l'œil.
H, la lettre H, Xavier, comme hélicoptère. Uber démarre et lance. je vois qu'ici on a fait une petite coquille dans le titre. Uber démarre, lance les trajets en hélicoptère. C'est des choses qui peuvent arriver. On est désolé de cette petite coquille dans le titre, mais voilà. On ne peut pas le corriger là tout de suite, mais on le corrigera en tout cas dans la description. Voilà, donc en gros, je pense que c'est une brève, c'est que on savait déjà que Uber travaillait sur des taxis volants et ce genre de choses. Ici, ils ont officialisé un service qui va démarrer le 9 juillet, c'est Ubercopter, qui va fournir un service de taxi par hélicoptère entre l'aéroport JFK et le Lower Manhattan, qui va pouvoir être réservé par l'application, donc comme on fait nous pour une voiture ou un taxi Uber. Le vol va durer 8 minutes avec une durée porte-à-porte entre guillemets d'environ 30 minutes, là où ça prend généralement 1 heure, mais ça peut durer plus de 2-3 heures à cause des bouchons. Et le prix de ce vol serait de 200 à 225 $. Donc, c'est quelque chose qui me semble assez raisonnable parce que je connais les prix des interventions, par exemple, quand il y a un accident ou autre avec l'hélicoptère où on paye vraiment le vol à la minute. Oui. Attention, là, avec un hélicoptère médicalisé, donc avec de l'équipement à bord, et tu payes ça aussi. Hein, c'est comme une ambulance. Oui, mais je veux dire 200 $. Oui, pour un vol en hélicoptère, c'est pas cher. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de baptême de l'air et qui payent plus cher pour un petit baptême de l'air en hélicoptère. Donc, donc je l'ai dit, le vol pourrait être réservé aussi jusqu'à 5 jours à l'avance, mais il est réservé aux membres Platinum et Diamond de leur programme de rewards. Donc, ils ont lancé un petit programme un peu comme on fait dans les compagnies aériennes pour le programme de fidélité. C'est un programme qui a été lancé l'année passée et donc c'est réservé pour le moment à ces personnes-là. L'hélicoptère pourra accueillir jusqu'à 5 passagers et les utilisateurs seront limités à 2 bagages. Donc c'est plus la news, et bon ça c'est technique, mais la news m'a plus interpellé pour me dire voilà, on commence vraiment les taxis et par voie aérienne, quoi. Oui. On y est. Il y a des pays et des villes d'Amérique latine, par exemple, je pense au Brésil ou autres, qui ont ça déjà depuis un certain temps pour des raisons de sécurité, pour éviter les kidnappings et des choses du genre. Alors ça paraît cliché quand je le dis comme ça, mais c'est une réalité de terrain et une réalité qui s'adresse particulièrement aux gens qui ont beaucoup de sous, hein, soyons très clairs, et où ce sont des gens qui vont de l'aéroport au toit de leur immeuble et du toit de leur immeuble à l'aéroport. En gros, ils vont jamais dans la ville, etc. Donc ça reste quand même ici, tu le fais vraiment très une particuliers. app, Ici, c'est quand même très différent parce que d'abord, tu le réserves via une app. Voilà, il te faut quand même des sous, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour pas rater son avion, par exemple, hein, puisque c'est un peu le but, c'est de faire des navettes entre le centre et l'aéroport. Donc, ça peut avoir son petit service. C'est réservé, d'après moi, à des personnes fortunées ou à des businessmen, puisqu'il faut être justement membre de ce programme. Pour se faire plaisir, comme tu disais, effectivement, pour dire tiens, pour le coup, plutôt que d'y aller en taxi, on va prendre l'hélicoptère. Allez, soyons fous, champagne. C'est un peu ça l'idée, quoi. Mais ceci dit, c'est bien d'innover là-dedans aussi. Hein. La vraie nouveauté, c'est qu'on le réserve avec une application, parce que je pense que à New York, réserver un hélicoptère, c'est pas quelque chose, quand t'as des sous, ça va. Hein. On peut passer à la suite. Ah, il voulait en parler, hein, Marc, je savais ça. Je le sentais depuis le début, il est là au taquet, je veux parler de marzipan. Est-ce qu'on dit marzipan ? Tout petit mot. Un petit mot, mais un petit mot quand même. Marzipan, c'est quoi ? Ça veut faire la convergence entre iOS et macOS, c'est ça l'idée ? Alors, Marzipan, on rappelle, c'est un projet que Apple a dans les cartons depuis 2017. On va peut-être rappeler un petit peu comment se structure la manière de développer une app sur Mac et sur iOS actuellement, vu que, bon, à la base, les deux OS partagent un tronc commun. Donc, sur macOS, vous avez un ensemble de bibliothèques, un ensemble de librairies qui s'appelle AppKit. AppKit, en fait, contient tous les outils, toutes les ressources pour pouvoir développer une application. Vous pouvez considérer ça comme une API, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça comprend toute une série de briques qui sont utilisées
pour développer ce genre de choses. Le pendant sur iOS s'appelle UIKit. Donc, globalement, c'est la même chose, c'est la même philosophie. Marzipan est un projet qui vise à unifier les deux et à promettre une simplification drastique dans le portage d'une application d'un environnement vers l'autre, en unifiant justement les ressources. Et donc, vous pourriez avoir, sur base d'un code unique, en tapant dans les bibliothèques nécessaires et dans les bases de ressources nécessaires, des temps de développement qui seraient énormément réduits pour avoir un applicatif qui serait déployable sur n'importe quelle plateforme. Alors qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas d'avoir des applications qui sont compatibles entre iOS, iPadOS, macOS, non. C'est simplement d'avoir des applications dont les instances sont, elles, totalement transférables d'une plateforme à l'autre, avec un minimum d'effort, voire pas d'effort du tout. Et donc, toute la magie intervient au niveau de la redistribution des ressources, au niveau de la compilation, au niveau de la production des applications packagées, grâce à ce layer d'abstraction qui se trouve entre les bibliothèques style AppKit et UIKit et les applications elles-mêmes. Et Marzipan, en fait, c'est le concept derrière tout ça. D'accord. Ça permettrait, par exemple, sur base d'un développement, de très facilement le porter sur une autre plateforme, iPad par exemple, en gardant la même philosophie, la même expérience utilisateur et des choses du genre, en ne modifiant que très peu de choses. C'est un peu ça. Exactement. C'est ce genre de choses. C'est finalement une rationalisation des ressources de développement. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui n'est pas tellement nouveau. Si on regarde le pendant du côté Windows, par exemple, on a eu à une époque Windows qui se déclinait sur différentes plateformes, différentes instances. Rappelez-vous le fameux Windows RT, n'est-ce pas, qui utilisait des ressources qui n'étaient pas les mêmes, qui n'étaient pas standardisées par rapport au monde Windows standard qui, lui, se basait sur des processeurs compatibles x86, alors que le Windows RT, lui, était beaucoup plus orienté vers des processeurs ARM. Les jeux d'instruction ne sont pas les mêmes, donc la compilation ne donne pas les mêmes résultats et les applications ne sont pas compatibles d'une plateforme à l'autre. Ils avaient déjà introduit un certain nombre d'abstractions qui permettaient aux développeurs de faire des applications dites universelles. Et finalement, ici, c'est un peu ça l'esprit qu'on va retrouver avec Marzipan, même si finalement, comme d'habitude, Apple a laissé un peu les autres prendre de l'avance, se casser la gueule, il a vu ce qui marchait, il a vu ce qui ne marchait pas, et maintenant, il place ses pions pour faire quelque chose de finalement assez cohérent. Ouais. Je ne sais pas ce qu'en pense Xavier, le dev de l'équipe. Enfin, l'un des devs de l'équipe. Écoute, moi, je développe pas trop sur iOS, sur les applications mobiles même. Nous, notre outil, on l'a développé plutôt avec une web app, donc qui est compatible de base avec un peu l'ensemble des appareils, puisqu'on n'a pas besoin des fonctionnalités propres à l'appareil pour notre usage. Donc, voilà, oui, donc à ce moment-là, il y a plus cette contrainte. Donc, du coup, ok, bon, on a bien. Voilà, tu voulais en parler, on en a parlé, et bien parlé. Voilà, parce que c'est un truc pour les développeurs, c'est un truc. Oui, mais c'est intéressant de savoir que ça existe, même pour le néophyte. Et c'est sympa. Ouais, voilà. Bien sûr. Hop. On est à la lettre S comme Spotify. Spotify qui va lancer l'écoute sociale. Alors ça, Xavier, il va falloir que tu nous expliques. Voilà, c'est ce qu'ils appellent le Spotify Social Listening, donc l'écoute sociale comme tu l'as dit en français. Ouais. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est une playlist partagée. Alors on peut déjà partager sa playlist avec ses amis, la rendre publique et la partager via un lien. Mais ici la différence c'est que les personnes avec qui vous partagez cette playlist vont pouvoir alimenter la playlist avec des suggestions, donc des morceaux qu'ils apprécient. Il y aura donc une espèce de liste d'attente et ils vont surtout pouvoir l'écouter également en simultané. Donc en gros, on peut avoir une communauté qui écoute au même moment, à des endroits différents, le même morceau. Le partage va se faire via un QR code qui se présente un petit peu sous la forme d'une onde sonore. Donc c'est assez sympa. C'est
une image, un QR code, mais qui est personnalisé pour Spotify. Et cette fonctionnalité, je pense, va permettre de se différencier pas mal des autres plateformes de streaming comme Apple Music, YouTube Music ou autres, notamment dans des communautés, par exemple, de gamers. On sait que Spotify a déjà collaboré, par exemple, avec Discord, qui est un peu le Slack de la communauté des gamers. Et je pense que c'est une innovation en fait qui est un peu toute simple, mais qui va rencontrer un certain succès de nouveau auprès de certaines communautés, principalement dans le monde du gaming, mais pas que, je pense. Pas que. C'est une idée. Dans des restaurants où on pourrait avoir une chaîne de restaurants qui passe la même musique partout, enfin des choses comme ça. Moi, je trouve que tout ce qui permet de partager le savoir, les connaissances, les envies, les goûts, etc., c'est toujours le bienvenu. Hein. C'est parce que ça mange pas de pain. En l'occurrence, là, c'est pas payant. Enfin, on nous demande pas non plus. Voilà, on met tout sur la gorge de personne. J'aime bien le visuel. On dirait un peu. Ça me fait penser. Je sais pas ce que Marc en pense. Ça me fait un peu penser. Excuse-moi, Xavier, à Kraftwerk. Je l'ai même pas encore vu. Je vais te dire. Mais là, l'image qu'on a sous les yeux, qui était en l'occurrence sur TechCrunch, la vidéo en l'occurrence, c'est 4 personnages en code barre, c'est assez rigolo. Je t'avais coupé, Xavier. Oui. J'ai oublié de prendre la capture d'écran de ce petit QR code. Oui. C'est dommage parce que ça vaut la peine, mais bon, en gros, ce sont toutes des lignes verticales qui, combinées ensemble, dessinent une espèce d'onde sonore, quoi. C'est aller voir sur le site de TechCrunch. Évidemment, et comme d'habitude, on va mettre le lien dans la description de cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou de notre podcast sur lestechno.be. On a déjà la lettre W, le oui mais non, qui conclut traditionnellement un épisode des technos, pas toujours le cas, mais quand ça se présente, on le fait. Le oui mais non, je le rappelle, c'est une information qui sort un petit peu de l'ordinaire, technologique évidemment, mais qui nous pose question, ou nous font rire, ou pleurer. L'accès, par exemple, à vos réseaux sociaux, devenu obligatoire pour entrer aux États-Unis, ça fait moyennement rire, ça, Marc. Ça fait franchement rire jaune, ça fait franchement même, ça pique les yeux parce que c'est un truc qui est un peu... J'en ai un à côté ici, quand tu lui dis rire jaune, ça le fait marrer, je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas, mais je pensais même pas à lui en plus. Là, tu vois. C'est une expression classique. Hein, l'administration américaine vient d'officialiser le 1er juin l'obligation pour toute personne qui cherche à obtenir un visa pour les États-Unis, de fournir l'ensemble des noms d'utilisateurs de tous les réseaux sociaux sur les plateformes qu'ils utilisent. Donc, vous êtes un touriste, vous voulez rentrer aux États-Unis, vous devez remplir un formulaire où vous allez devoir renseigner vous allez devoir vous déculotter numériquement et vous allez devoir fournir l'identifiant, heureusement pas encore le mot de passe, ça viendra peut-être, de tous vos comptes. Autrement dit, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tout. Je précise, présent et passé. Même si vous avez présent et passé, toute activité que vous avez eue sur les réseaux sociaux remontant à 5 ans doit être mentionnée. Donc si un jour vous avez testé sans regarder vraiment un truc totalement improbable où on vous avait envoyé un lien, vous vous êtes inscrit, vous avez jeté le bazar après 3 minutes, il faudrait que ce soit dedans. Parce qu'évidemment, on va vous fournir alors la liste pour vous donner une idée. Donc, ce qui est déjà recensé pour l'instant, AskFM, Tuban, je connais même pas, Facebook, Flickr, ça existe encore ce truc, Google+, c'est mort, mais vous devrez quand même le mettre, Instagram, LinkedIn, MySpace, Pinterest, Qzone, Reddit, oh mon Dieu, Reddit, tous les gens qui traînent sur des Reddit de cul, ils vont être... ICQ aussi, non non, quand même, ils vont pas remonter aussi loin, quoi. Tencent, Tumblr, Twitter, tout, Caramel, YouQ, YouTube, il y a un non, donc il y a des gens comme ma femme qui n'ont aucun compte de réseau social. Ma femme, elle a juste Messenger, et c'est tout. Elle n'a pas de compte Facebook corrélé, elle a rien. D'ailleurs, elle m'a demandé, quand je lui ai annoncé le truc, ils vont me croire si je rentre aux States. Je sais pas, j'espère, chérie, parce que sinon... Moi, je pense qu'il faut mieux qu'elle ouvre un compte quelque part pour pas passer pour quelqu'un... Heureusement, non, parce que le truc s'applique, je le rappelle, à toute personne qui doit demander un visa. Oui. Heureusement, nous autres Européens, quasi toute l'Europe, en Belgique c'est le cas en tout cas,
nous bénéficions, encore pour l'instant, d'un programme spécial qui s'appelle le programme ESTA, où en fait, les personnes qui veulent rentrer sur le territoire américain doivent simplement se borner à remplir une demande en ligne. En me rendant sur le territoire américain dans pas longtemps, je l'ai fait. C'est une procédure qui prend à peu près une demi-heure parce qu'on vous fait quand même répondre à une chier de questions, parfois vachement indiscrètes. Et il y avait effectivement la partie réseaux sociaux, etc. Mais pour l'instant, en tout cas, pour les personnes qui passent par le système ESTA, c'est optionnel. Vous n'êtes pas tenu de la remplir. Par acquis de conscience, pour Lucas, bon, pour mon fils, pour moi, j'ai mis les comptes YouTube, le compte Twitter et le compte Facebook. De toute façon, il n'y a rien à voir dessus à part des photos de chat et de bouffe, donc je m'en fous. Je ne vais pas me casser la tête là-dessus. Par contre, ça pose quand même à la base un problème fondamental en ce qui concerne la nature des données qui va être exploitée. On sait que le gros prétexte derrière, c'est la lutte contre le terrorisme. On oublie un peu trop facilement de dire que la grande majorité des attentats qui sont commis aux États-Unis le sont par des personnes qui vivent aux États-Unis, pas qui rentrent aux États-Unis pour commettre des attentats. Donc, ils n'ont pas besoin de ça pour trouver des tarés qui vont en prendre des flingues et tirer dans les écoles. Sorry, mais enfin non, pas sorry en fait. Et c'est un gros prétexte bateau. Maintenant, ce qu'ils vont en faire, je sais pas. Apparemment, ils le faisaient déjà, mais par coup de sonde, ils demandaient aux gens, ça dépendait un petit peu. Ça représentait à peu près 60-65 000 personnes par an, m'a-t-on dit. Mais ici, ça représente quand même 13 millions de personnes par an. Oui, c'est ça, c'est un peu... Voilà. Que vont-ils faire de ces données? Que vont-ils faire de ces données, premièrement? Et deuxièmement, est-ce qu'ils vont avoir le temps et les ressources nécessaires d'auditer tout ça? Parce qu'in fine, finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que ça va être balancé à des machines qui, elles, vont faire du screening, qui vont faire du scraping et qui vont s'arrêter au premier mot-clé. Et donc, on va se retrouver dans le cas de ces deux students qui, un jour, avaient prévu d'aller faire la bombe aux États-Unis et qui, à la frontière, se sont fait remettre dans un avion manu militari. Ils n'ont toujours pas compris ce qui est arrivé. Oui. Ça arrive il y a eu plein d'exemples. Il y a un rappeur belge également, peu connu d'ailleurs, mais par ailleurs, voilà. Il est surtout connu pour ça. Mais voilà, il s'est fait bloquer aussi. Enfin, il y a eu un journaliste également, je pense. Ce sont quelques cas comme ça qui finissent dans les médias, mais je suis sûr qu'il y en a bien plus qui ont dû subir ce genre de problème. Bon, ben voilà, c'est comme ça, mais c'est pas réjouissant, soyons clairs. Voilà, je sais pas s'il y avait un truc à rajouter. Si je me trompe pas, ils vont même parfois plus loin et depuis déjà un petit moment que simplement demander les noms d'utilisateurs et les Je pense qu'il y a des cas où ils ont demandé effectivement les accès, les mots de passe. Oui, c'est ça. Il y a des cas où ils ont demandé les accès et ils ont commencé à fouiller tout, y compris les messages privés, etc. Là, ça va encore bien plus loin. Hein, mais c'est une autre échelle. Mais... Voilà qui conclut. Donc, de toute façon, rien ne vous empêche avant de. Alors, il y en a évidemment qui sont partis du principe, c'est facile, hein, tu donnes pas ton vrai compte, tu te crées un compte bidon, etc. Et c'est même pas des crétins, ils sont capables de repérer que vous avez plusieurs comptes qui ont été créés à partir de la même adresse IP. C'est pas... Ou alors vous le faites intelligemment, vous prenez un Tor ou un VPN et vous le faites proprement. Sinon, il reste quand même le truc de base, et là, ils savent rien prouver. Rien vous empêche de virer des messages ou d'effacer vos discussions avant de partir. Enfin, si l'audience du podcast augmente sur le territoire américain, on saura pourquoi. Voilà. Et s'il me demande d'effacer certains fichiers, on saura aussi pourquoi, éventuellement. Voilà qui conclut donc ce 217e déjà épisode des Technos. Je voulais juste conclure cet épisode, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait au début, parce que je voulais prendre personne en otage, entre guillemets, parce que ça n'intéresse finalement que les vrais fans de podcast et ceux qui s'intéressent au monde du podcasting de manière générale. Une nouvelle plateforme a vu le jour en France, elle s'appelle Magellan. Elle fait beaucoup de bruit actuellement, il y a énormément de gens, de podcasteurs, en tout cas une partie de la communauté du podcasting qui se plaint de ce type d'application qui se lance parce qu'elle est destinée à faire de l'argent, c'est-à-dire qu'une fois de plus, il s'agit d'une plateforme sur laquelle on nous prend, entre guillemets, on utilise nos contenus comme une espèce de produit d'appel pour finalement proposer un modèle payant sur le côté avec des modèles, des podcasts exclusifs à la plateforme. On avait déjà parlé de ça il y a quelques semaines avec une plateforme américaine qui avait aussi défrayé la chronique.
c'est un petit peu la même chose ici avec Magellan, c'est un peu le même principe, et donc il y a beaucoup de podcasteurs qui râlent en disant c'est mon podcast, je ne veux pas qu'on le partage, machin, etc. La position des technos, en tout cas la mienne, soyons clairs à ce sujet-là, est la suivante, c'est que si nous faisons ce que nous faisons, c'est pour partager avec le plus grand nombre nos envies, nos connaissances, nos questionnements également, de partager avec une certaine communauté, de créer cette communauté. Donc le but, c'est quand même de se faire écouter, de se faire entendre. Et il a toujours été de bon ton de se dire que, bien sûr, les gens qui fabriquent des applications mobiles pour écouter les podcasts ou qui mettent en place des structures qui permettent de faire connaître nos podcasts, ils se rémunèrent sur de la publicité ou sur un abonnement et des choses du genre. Ça, en ce qui me concerne en tout cas, ne m'a jamais posé de problème. Tout travail mérite salaire. Notre choix à nous, c'est de ne pas se payer de salaire. On fait ça de manière tout à fait bénévole. Le jour où quelqu'un se permettra de vendre notre podcast, de mettre notre podcast derrière un paywall, là, ce sera un petit peu différent. Mais ici, il y a une espèce de gagnant-gagnant, on va dire ça comme ça, qui s'installe depuis très longtemps en matière de podcasting. Je trouve qu'il est très mauvais ton par rapport à mes petits camarades podcasteurs, de se plaindre tout d'un coup de Magellan spécifiquement, alors que finalement c'est une tribune de plus qui leur est offerte. Après, c'est à eux à transformer l'essai, si je puis dire, pour éventuellement tirer des revenus, s'ils ont envie d'en tirer des revenus. Ce qui peut paraître choquant aussi, paraît-il, c'est que on a tous été un petit peu référencés dans ce nouvel outil de manière forcée, c'est-à-dire on nous a rien demandé, puisque manifestement il est assez simple d'aller récupérer les adresses des flux RSS, puisque c'est comme ça que ça fonctionne un podcast, c'est un flux RSS qui référencie des fichiers MP3, c'est assez facile d'aller les chercher sur iTunes par exemple et de les mettre dans une autre base de données, de les proposer de la même manière. Bon, voilà, on nous a pas demandé notre avis. Si on a envie, on peut aller se faire désabonner, désengager entre guillemets de la plateforme en question. Il y a une question de opt-in, opt-out qui a été un petit peu malmenée, on va dire, mais au-delà de ça, tout ce qui permet de mieux faire connaître les podcasts et les donner plus accessibles à une majorité de monde, voilà. Je dis, ok, allons-y, soyons clairs. Et puis le jour où on aura envie de faire, et si un jour on a envie de faire de l'argent avec des podcasts, je pense que ce ne sera pas par le biais d'un modèle publicitaire ou d'abonnement ou quoi que ce soit, ce sera sur base de peut-être, je sais pas moi, le volontariat ou que sais-je. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, entre guillemets, ma petite position par rapport à cette nouvelle plateforme. On attend de voir ce que ça va donner, hein, soyons clairs, de ce qu'elle va proposer, de ce qu'elle va apporter. Peut-être qu'un nouveau public va découvrir ce qu'est le podcast de manière très générale. Et puis, les quelques snobs qui considèrent qu'ils sont dépositaires d'une marque qui s'appelle le podcast, je les envoie se faire... En gros, voilà, ça c'est mon petit mot de fin. Voilà. La monétisation de ce numéro est complètement foutue. Alors, ceci étant dit, pour être tout à fait exact, et pour conclure, parce que là on parle un peu de notre popote interne, etc., on va nettement réduire la pression publicitaire, entre guillemets, sur le podcast, en tout cas sur la version vidéo sur YouTube, puisque normalement il ne devrait plus y avoir, à partir de cet épisode, de pré-roll, comme on dit, de publicité au début. Voilà, pour un petit peu fluidifier, entre guillemets, tout ça, parce que finalement on gagne pas beaucoup d'argent, on gagne quasiment rien d'ailleurs avec cette publicité, ça en rapporte beaucoup à Google et très très peu à nous, donc de nouveau voilà, c'est un modèle économique, on accepte de voir cet hébergement gratuit, parce qu'il y a ça aussi en matière de vidéo, mais c'est encore un autre débat. Voilà, je sais pas si l'un de vous, Marc ou Xavier, avait un truc à rajouter là-dessus ou pas, ou une envie, un mot, bleu, canari. Vache, je sais pas, n'importe quoi. Cafetière, écureuil, casque de moto. Alors j'en ai un très bon, c'est catadioptre. Ça passe toujours très très bien aussi, catadioptre. Sycophante. Ah merde, je me suis fait. Xavier, une petite relance. Jaune. Évidemment. Merci en tout cas de nous suivre, que ce soit en podcast ou en vidéo, peu importe comment ça s'appelle. L'important c'est de communiquer. Si c'est en vidéo, c'est sur YouTube probablement. N'hésitez pas, comme j'ai l'habitude de le dire, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Merci également pour les pouces vers le haut. Merci également à ceux qui nous mettent des commentaires et à ceux qui nous mettent des commentaires aussi sur les plateformes, quelles qu'elles soient, de podcast. Tout ce que j'aurais à vous dire, c'est si vous utilisez une plateforme de podcast, une application payante, pensez bien que nous, on ne touche pas un sou sur ce qu'on vous demande comme argent. Si vous voyez de la publicité avant notre podcast, on ne touche pas un sou sur cette publicité. Donc soyez avertis. Et donc comme ça, vous nous écoutez en connaissance de cause. Merci à tous de nous avoir suivis. On va se dire à très bientôt. Merci Marc, merci Xavier. Au revoir.